Bienvenue au jardin du chemin noir. Aujourd'hui je vous propose de vous montrer, de faire le tour avec moi du potager et de vous montrer la façon dont je procède pour cultiver des légumes. J'associe plusieurs techniques. La première, c'est la méthode que nous a proposée Didier du potager du paresseux, c'est-à-dire la phénologie, qui est l'action de couvrir avec du foin le sol en permanence et de cultiver dans ce foin. De là, ça amène le maraîchage sur sol vivant, puisque ce foin va apporter du carbone, de l'azote, permettre à la vie de se développer et créer de la fertilité pour les légumes. Et ensuite, bien évidemment, vous avez pu vous en rendre compte au cours des différentes vidéos, c'est un jardin écologique qui tend vers le jardin forêt ou la permaculture. L'idée, c'est vraiment de respecter l'environnement le plus possible et même de placer le curseur suffisamment loin pour offrir à la biodiversité, à la faune et à la flore, un espace dans lequel elle peut s'exprimer librement, tout en nous permettant d'y vivre et de pouvoir se nourrir de petits fruits rouges, de légumes ou de plantes sauvages. Mon propos ici n'est pas d'affirmer détenir la vérité absolue quant à la production de légumes et dire que ceux qui ne procèdent pas de la même façon que moi se trompent ou font mal les choses. Il existe autant de potagers qu'il y a de jardiniers. Le résultat est souvent d'ailleurs le même finalement. Ici, ce qu'on a essayé d'apporter en plus, c'est une part à la biodiversité, un respect fondamental du vivant, de la faune et de la flore. Le sol est argilo-limoneux. Il est le résultat du détritique du massif hercynien. Cette chaîne antédiluvienne qui partageait la Pangée en deux, dont le massif central et le massif armoricain sont des reliquats qu'on peut encore observer aujourd'hui. Donc les sols sont profonds, environ 6 ou 7 mètres. Donc la réserve utile du sol en eau est conséquente. Et en plus, comme c'est un fond de vallon mais sur le haut du coteau, il y circule de l'eau en permanence, un ruisseau, 2 sources, plus de l'eau qui sourd continuellement dans le sol, ce qui nous permet d'avoir une terre véritablement maraîchère, c'est-à-dire une terre riche, humide en permanence, qui n'a pas besoin d'être alimentée en eau pour ne pas que les légumes stressent et que le sol reste bien vivant. Le terrain se situe dans le sud-ouest de la Haute-Vienne, en Limousin donc. On est en quelque sorte les premiers contreforts du Massif central. Donc les pluies dominantes sont essentiellement distribuées par le sud-ouest, puisque si on fait une cinquantaine de kilomètres plein sud-ouest, on y trouve la Dordogne et après la plaine d'Aquitaine. Historiquement, ce terrain était une pâture pour vaches et moutons probablement, puisque l'environnement ici c'est essentiellement de la polyculture et du bocage, donc des champs de maïs et ainsi de suite pour nourrir les vaches et les moutons. Donc ce terrain pâture jusqu'en dans les années 80, où il a été acheté pour y faire un terrain de vacances. Donc ils avaient une gestion très classique du lieu, tonte des pelouses, et l'ancien propriétaire
il y a planté par contre beaucoup d'arbres fruitiers. Ça faisait aussi partie des points très positifs du terrain. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des arbres fruitiers qui donnaient, qui étaient en place, donc pommiers, poiriers, cerisiers. Malheureusement, il y a beaucoup d'arbres qui ont plus de 20 ans aujourd'hui, qui sont vieillissants parce qu'il a planté beaucoup de porte-greffes nanifiants. Donc j'ai entamé une campagne de remplacement de tous ces arbres-là en complétant l'environnement avec des nouveaux arbres fruitiers. Donc vous l'aurez compris, la part belle est faite à la faune et à la flore et à la nature ici. Le potager s'inscrit complètement dans cette façon de voir les choses, de cette façon d'envisager les choses. La récolte du potager, c'est important, bien que elle n'apporte pas une autonomie alimentaire complète à l'année. Elle apporte une certaine autonomie en légumes, tout au long de l'année certes, mais il y a certains produits bien évidemment qu'on ne produit pas ici. Et aussi pour moi, pour nous, une autre très belle récolte, c'est favoriser cet environnement qui est un milieu humide, qui est excessivement riche en plantes et en animaux, et c'est une très belle récolte aussi de pouvoir vivre dans un environnement aussi naturel. Quand nous sommes arrivés sur ce terrain, il y a 4 ans donc, on a commencé par déjà observer le terrain, connaître les endroits qui étaient à l'ombre, les endroits qui restaient humides à l'année, les endroits qui étaient propices aux petits fruits, les endroits qui étaient plutôt propices à y planter des arbres. Et la question s'est posée de où positionner le potager. Déjà pour que le sol soit le plus adéquat possible avec la culture de légumes, et aussi que pour dans notre environnement ce soit le plus judicieux. Donc on a commencé par faire des tests la première année en même temps qu'on construisait la maison. On a fait des tests de légumes un peu partout sur le terrain pour avoir une idée du meilleur endroit. Et la partie haute du terrain, donc la partie qui est plus au nord-est, s'est avérée la plus adaptée à la culture de légumes. Donc c'était une prairie, pelouse prairie tondue régulièrement. Donc j'ai tondu ras, et ensuite on a étalé une couche très conséquente de feuilles et de tonte. Environ une trentaine de centimètres bien conséquents en automne, la première année. Et on n'a pas fait de culture cette première année, craignant un peu la fin d'azote, du fait qu'on ait apporté beaucoup de carbone d'un coup. Et on a commencé à cultiver la parcelle au printemps suivant. Donc cette première année de culture il y a 3 ans, une fois que le couvert végétal, le paillage qu'on avait disposé dessus s'est bien dégradé, c'était bien dégradé à cause des intempéries de l'hiver, j'ai passé sur les 90 mètres carrés du potager un coup de grelinette en surface, histoire d'aérer la terre et de pouvoir aussi avoir une idée du sol, de pouvoir rencontrer mon sol, voir les endroits où c'était un peu plus dur, où éventuellement il y avait de la pierre et ainsi de suite. Ce qui n'est absolument pas le cas sur ce terrain, il n'y a pas de cailloux. Il faut vraiment creuser en profondeur à 1 mètre, 80 cm pour commencer à trouver principalement des gros morceaux de quartz. Donc on a fait cette première année de culture. L'hiver, à cause du travail, moi j'étais en grand déplacement, j'ai fait la même chose, c'est-à-dire couvert de feuilles, couvert de tonte et ainsi de suite, jusqu'au printemps suivant. Donc il y a l'année dernière j'ai passé pareil en début de saison un léger coup de grelinette
encore pour aérer un peu plus la terre. On y a fait une culture. Puis rebelote, couvert de foin cette fois-ci que j'ai trouvé sur le Bon Coin. Le foin, c'est un voisin qui le produit. Il n'est pas destiné au fourrage. C'est pour entretenir des parcelles qu'il a en fond de vallée. Donc il est pas terrible pour le fourrage pour les animaux. Par contre, moi je l'ai trouvé intéressant puisqu'il n'est pas essentiellement composé de graminées. Il y a beaucoup de ligneuses dedans, de ronces, de grandes berces et ainsi de suite. Donc un apport en carbone non négligeable. Et cette année, j'ai décidé de ne pas passer la grêlinette puisque j'estime que le sol est suffisamment en place, le processus est suffisamment en place pour ne pas avoir à passer un coup de grêlinette. Et on a lancé les cultures donc cette année, il y a environ 1 mois et demi, 2 mois, donc les salades, les fèves et ainsi de suite. Le climat ici est océanique dégradé, donc on est à peu près sur la même zone, sur la même plage que Paris par exemple. Donc on a 15 jours, 3 semaines de décalage par rapport à la zone atlantique ou les régions du sud. D'autant plus que le potager est protégé, d'ailleurs tout le terrain est protégé du sud, un peu en surplomb par rapport à nous qui sommes en fond de vallon qui nous protège du sud. Donc le potager n'est pas en pleine lumière, en pleine chaleur, en permanence. Par intermittence, le soleil passe environ 5 ou 6 heures sur chaque partie du potager. Les avantages du paillage, notamment du paillage de foin. Didier du potager du paresseux m'a expliqué en long, en large et en travers. Sans doute il le fait beaucoup mieux que moi puisqu'il a poussé la réflexion à fond en quelque sorte. Je peux vous les résumer rapidement. Les avantages, c'est que le sol est couvert, c'est-à-dire que il n'y a pas cet effet de brûlure sur le sol nu. Ça limite l'enherbement via les adventices. Et le foin, par sa décomposition, apporte carbone et une partie d'azote. Les inconvénients, puisqu'il y en a toujours dans tout système. Le premier que moi je vois ici, c'est que comme le foin est une couche isolante en quelque sorte, et que le terrain, le potager n'est pas au soleil en permanence, le sol met plus de temps à se réchauffer en début de saison, du fait du pouvoir isolant du foin. Le deuxième point négatif, c'est les surmulots ou les rats-aux-pieds, ici qui ne sont pas vraiment un problème. De fait, ils nous font quelques dégâts, mais ça reste tout à fait raisonnable. Et le troisième point négatif, ce sont les gastéropodes, limaces et escargots, bien que la densité du foin, à comparer avec de la paille ou des broyats plus grossiers, ne permet pas beaucoup aux gastéropodes de s'enfouir dans le paillage. Ce qui fait qu'on en a plus sur les bordures qui viennent au potager que véritablement de gastéropodes qui habitent le paillage. Donc ici on voit bien le potager avec son paillage, l'allée traitée, entretenue avec la tondeuse, et sur la gauche la zone laissée à elle-même. La faune et la fleur peuvent y faire ce qu'elles ont à y faire. Et en fait j'entretiens à la tondeuse, ça me prend à peu près 1 heure par semaine. Donc les allées et une partie pelouse autour de la maison pour le confort à la belle saison et éviter qu'il y ait trop d'enherbement autour de la maison. Et ensuite je fauche de manière différée à la main au fauchon. Le fauchon, c'est une petite faux qui est plutôt faite pour débroussailler puisque la lame est plus courte et plus robuste. Et donc je fauche
en fin de saison, à l'automne, en début d'automne jusque dans l'hiver, les différentes zones, le bord du ruisseau et ainsi de suite. Et je laisse en place tout ce qui est fauché pour un apport de carbone. Donc l'itinéraire que j'ai développé dans ce potager, il est le même pour quasiment tous les légumes, hormis les pommes de terre que elles je plante en pleine terre, bien que j'ai essayé ma méthode, c'était pas spécialement concluant. En fait, ce que je fais, c'est que je plante toutes mes graines, tous mes plants de légumes, de futurs légumes, en godet, en poquet, en serre froide. Ce qui me permet de gérer le climat qui n'est pas toujours favorable pour les jeunes légumes, surtout ici où on a un hiver qui peut être tardif et assez froid. Et ensuite la gestion des gastéropodes également, au moment où il y a ce boom aux premières chaleurs où les gastéropodes sortent et ont faim, donc ça permet d'avoir les plants dans un environnement totalement sécurisé. Et ensuite, une fois que j'estime que les plants sont suffisamment forts, suffisamment développés, je viens directement planter le godet en pleine terre. Donc j'écarte le paillage, je place le godet, la terre et la plante dans le trou que j'ai créé dans le paillage et un peu dans la terre, et c'est fini. Donc on le voit ici dans ce petit buisson de carottes. Donc pareil, je ne n'éclaircis pas mes plantations, c'est-à-dire que je plante toutes les graines, toutes les plantules qui ont germé, et par la suite, en fonction des besoins, on va venir faire un éclaircissage alimentaire en quelque sorte. On va venir se servir des premières carottes, jeunes carottes en primeur, pour ne laisser que 1 ou 2 carottes par poquet, et qui elles vont pouvoir se développer conséquemment. Pour les laitues, les salades et ainsi de suite, ici ce sont des laitues de plein champ de nos cousins belges de chez Sativa. Donc je procède de la même façon, plusieurs graines dans un pot, je les tiens en serre froide jusqu'à ce qu'elles soient, que j'estime qu'elles soient suffisamment développées pour pouvoir m'être mises en pleine terre, surtout que la serre est froide, donc elles sont déjà forcées dès le départ. Et ensuite, on va venir consommer les petites salades au départ qui sont sur les côtés ou qui ont été un peu abîmées, pour ne laisser plus que par trou de plantation 1, 2 ou 3 pommes, ça dépend des endroits, pour que la salade qui reste puisse se développer pleinement et faire une salade tout à fait mature. J'ai procédé pareil pour la Clayton de Cuba, pour le Mizuna rouge, pour les fèves, les radis noirs, alors qu'ils sont derrière, je sais pas, on ne les voit pas à l'image. Donc c'est un échec cette année, c'est monté très vite en graines, je sais pas. D'habitude je fais des radis noirs en début de saison, ça se passe très bien. Et là cette année ils sont tout de suite montés en graines. Donc je les laisse, ça fait quelques fleurs supplémentaires pour les insectes. Et en plus j'espère pouvoir récolter quelques graines. Donc là sur ces plantes là c'est le même itinéraire. Semis en godet, maturation, forçage en serre froide et puis installation au potager. La réserve utile en eau du sol ici est tout à fait conséquente, donc nous n'arrosons jamais les légumes au potager. C'est-à-dire que même l'année de la canicule, pour nous, ça a été une année particulièrement faste pour le potager, puisque à l'inverse, le fait qu'il y ait un ombrage, le fait qu'il y ait une pluviométrie importante, ici en Limousin il pleut largement 1 mètre cube à l'année, les légumes, les pieds au frais, la tête au chaud, se sont portés absolument à merveille. Et comparé à l'année dernière par exemple, où aussi il y a eu beaucoup de pluie durant l'été, où les légumes chochottes, tomates et pommes de terre notamment,
ont attrapé la rouille à cause de cette humidité ambiante. A l'inverse, l'année de la canicule, je le répète, on n'a pas arrosé le potager. C'est pas parce que on a des graines miraculeuses ou ainsi de suite, ou des graines adaptées. C'est que le sol recèle une quantité d'eau qui permet sur une saison aux légumes de pousser pleinement sans stress hydrique. Le seul intrant que j'utilise au potager, c'est du ferramol, de l'anti-limace, pour éviter les attaques frontales des gastéropodes sur les jeunes plants que j'installe au potager. Par rapport à ça, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a très peu de gastéropodes qui s'installent dans le foin, du fait du maillage serré du foin. Les gastéropodes, principalement ici des limaces oranges qui s'épanouissent dans les bordures, dans les haies et ainsi de suite. Donc elles viennent vraiment des bordures dans le potager pour y manger des jeunes plantules. L'idée veut que les limaces seraient plutôt intéressées par les végétaux en décomposition. Je me dis aussi qu'une petite plantule de salade, c'est un peu le kebab de la limace, c'est-à-dire qu'elles viennent délibérément dans le potager pour y trouver des jeunes plantules, donc elles apprécient aussi, je pense, les jeunes plantules. J'aimerais à ce propos donner mon avis sur le fait d'utiliser un traitement anti-gastéropode, donc notamment le ferramol, hormis le fait qu'il soit utilisé en agriculture biologique largement. Je ne vois pas la différence entre tuer des limaces avec du ferramol que les couper avec des ciseaux, que leur mettre du sel dessus, que les noyer dans la bière, que les donner à manger aux canards ou aux poules. Pour moi, la finalité est la même. C'est un individu, limace, un escargot qui est tué. Ensuite, la deuxième point d'achoppement, c'est cette fameuse histoire du hérisson, que les gastéropodes contaminés par le ferramol tueraient les hérissons. Moi, pour me promener beaucoup sur le terrain la nuit à la frontale en toute saison, on a deux hérissonnes sur le terrain, une en bas et une en haut, et je les ai beaucoup plus souvent vus manger des grenouilles, des vers de terre ou des escargots que des limaces. Je pense que c'est un écueil de penser que le hérisson ne mange que des limaces. Je pense que c'est plutôt à cause de l'écroulement de la biodiversité dans certains endroits, certains jardins, certains potagers, que les hérissons, effectivement, ne trouvent plus que des limaces à se mettre sous la dent. Mais moi, pour les avoir vus se nourrir bon nombre de fois, jamais je les ai vus en train de manger une limace. Et petite anecdote, pour le capital sympathique du hérisson, le voir manger vivante une petite rainette rousse des prés, la boulotter vivante, c'est la nature en fait. Le capital sympathique disparaît instantanément quand on voit ça. C'est un outil. Je pense que si les anciens avaient eu ce produit, cette façon-là, depuis l'aube de l'agriculture, ils l'auraient certainement utilisé. Donc il faut rester serein, il faut réfléchir, et aussi de fait il y a beaucoup plus de hérissons écrasés sur la route, je pense, que je n'en tue via le ferramol que j'utilise dans mon jardin. Et argument supplémentaire, je n'ai jamais vu les hérissons dans le potager. Les hérissons, ils ont largement de quoi faire ailleurs. Je vois leur sente là en ce moment
les mers sont de sortie, donc je vois les cendres dans les hautes herbes et ainsi de suite. Je n'ai jamais trouvé une crotte de hérisson non plus dans le potager. Donc elles n'y viennent pas. Et elles n'ont aucun intérêt à y venir vu qu'il n'y a pas de quoi manger en fait, ce qu'elles aiment manger. Parenthèse faite sur le sujet du phéromone. Je veux pas créer la polémique, hein, c'est pas le but, je donne juste mon avis. La serre froide, créée, construite avec que des matériaux de récupération, hormis la bâche que j'ai achetée. Cette petite serre, ça fait maintenant 3 ans qu'elle est en place. Donc la porte principale, il y a une moustiquaire. C'est ça aussi, c'est un truc qui me touche beaucoup, c'est que les serres, ce sont des véritables pièges à insectes. C'est-à-dire que si on ouvre les serres, le cas pour la mienne est flagrant puisque je ne peux pas l'ouvrir complètement comme une serre tunnel de chaque côté. La première année, j'ai eu énormément d'insectes qui sont venus mourir dans les plis de la bâche. Donc c'est pour ça que j'ai installé cette moustiquaire, et puis également ça évite d'éventuels ravageurs d'accéder à mes semis. Et au fond il y a une petite fenêtre que je peux ouvrir pour ventiler. On n'utilise plus la serre en été, au début on a tenté, mais avec les températures qu'on a à la saison chaude, ça tape rapidement les 40-50 degrés, température à laquelle aucun légume ne peut se développer correctement. Du coup, comme cette serre ne sert pas de culture en pleine saison, je la couvre avec une bâche occultante, la toiture, pour préserver le polyane, bien qu'il soit traité anti-UV, mais pour rallonger sa durée de vie, je couvre avec une bâche occultante les 3/4 de la saison. Le seul vrai problème de prédation qu'on a eu dans la serre, ce sont les souris qui à la belle saison sentent déjà, je pense, le fait que ce soit à l'abri de la pluie, la chaleur, et en plus, cerise sur le gâteau, le jardinier, ce crétin, leur donne à disposition des graines de fèves, des graines de pois et ainsi de suite. J'ai essayé de piéger, j'ai acheté à prix d'or un piège à capture, un piège à bascule là. Elles s'y sont jamais mises dedans. Donc du coup j'ai utilisé la méthode, on va dire à l'ancienne, mais qui est efficace. C'est la tapette. Ça me permet de réguler cette invasion, puisque non seulement de manger les graines, de temps en temps de grignoter les jeunes plants. En plus, elles se mettent dans les espaces de stockage, elles mangent les pédicètes, elles mangent les plastiques et ainsi de suite. En plus, voilà, là-dessus se greffe une notion d'hygiène, parce que les crottes et l'urine de souris, c'est quand même pas terrible. Donc voilà, c'est ici, on règle le problème des souris avec des tapettes. Donc voilà ce que je vous expliquais sur mon itinéraire. Donc là c'est du fenouil. Donc je mets plusieurs graines dans le pot. Je les force dans la serre, puisqu'il est fait chaud la journée mais plutôt frais la nuit, hein. On approche les températures ambiantes extérieures. Malgré que j'arrive à gagner quelques degrés, mon plan ici est à un bon 90 du sol. Du coup je gagne 2-3 degrés à la différence de si j'avais les semis au ras du sol. Et ensuite je vais venir, là c'est grand temps d'y aller, hein. Et ensuite je vais venir placer ma motte directement dans le potager. Tout à l'heure je vous disais également que je ne repique pas les salades, les céleris, les choux raves et ainsi de suite. Les seuls légumes que je rempote, ce sont bien évidemment les tomates, parce que je les fais en plaque alvéolaire. Et pour mettre toutes les chances de mon côté, je les garde jusqu'à ici fin mai,
pour être sûr de ne pas avoir une gelée tardive. Et de toute façon il fait trop froid, donc je les garde en plaque alvéolaire, on va dire 2 semaines, 3 semaines. Ensuite je les mets dans ces contenants, ces pots un peu plus gros, donc ça doit être des pots de 7 je pense, et elles vont aller directement au jardin. Également je transplante les courges et les concombres, je crois que c'est tout. Voilà. Sinon, toutes les autres plantes sont plantées directement, sans éclaircissage et sans repiquage, directement au potager. Là, ce sont un deuxième semis de tomates qui a été réalisé il y a une grosse semaine. Le but ici, c'est d'essayer de faire lever des vieilles graines de tomates qui sont dans notre grainothèque depuis des années et qu'on apprécie particulièrement, notamment les blanches, pour essayer d'avoir quelques fruits quand même et de pouvoir récolter des graines de l'année pour pérenniser l'espèce. En rapport avec tout ce que je vous ai expliqué sur le climat de notre potager, notamment le fait qu'il soit quand même pas mal à l'ombre, qu'on est sur une zone qui est relativement humide. Pour exemple, l'année dernière, pour nous ça a été catastrophique en fait. Il a plu en Limousin quasiment tout l'été. On n'a pas pu garder du tout de tomates, hormis la sélection de chez Sativa qui elle a très bien tenu, donc c'est pour ça que j'ai mis le paquet cette année sur cette variété. Je me refuse par contre catégoriquement à traiter à la bouillie bordelaise, puisque c'est un véritable poison pour le sol, pour la vie du sol, et également pour les gens qui consomment les fruits et les légumes par la suite. Par contre là j'ai entendu parler de l'oxyde de fer, donc qui aurait moindre mais qui aurait les mêmes capacités antifongiques pour prévenir ou aider les plants à mieux résister au mildiou, et qui par contre lui est totalement inoffensif pour la vie du sol, puisque c'est de l'oxyde de fer, la vie du sol et le jardinier. Donc c'est à tester, il faut que je fouille un peu cette info. Mais là cette année, si on arrive là de fait à avoir une variété plus tolérante et plus résistante, c'est parfait pour nous. Moins il y a de traitement, mieux c'est. Il n'y a plus grand chose à voir dans la serre, hein. Quasiment tout le monde est sorti. Donc là par exemple le persil, dont j'ai eu du mal à faire les semis cette année. Il y a plusieurs plantes dont j'ai eu du mal à obtenir des plants, notamment les cucurbitacées, plantes semis que je réussis très bien normalement ici. C'est le même contexte. Je ne sais pas, est-ce que c'est la qualité des terreaux, est-ce que c'est la qualité des graines, ou est-ce que c'est moi qui ai mal fait quelque chose? Je saurais le dire, mais bon. Pareil, eux il va falloir qu'ils sortent, hein. Ce sont les artichauts. Alors les artichauts c'est un autre problème, c'est que les mulots raffolent absolument de leurs racines et qu'ils me les dézinguent systématiquement. Donc je réussis plutôt bien les semis, mais j'arrive jamais à les tenir un hiver complet. Ils redécollent jamais, ils sont littéralement boulottés intégralement, et ils n'arrivent pas à repartir bien évidemment l'année suivante. L'artichaut pour la beauté des fleurs et la beauté de la plante également, hein. Et puis du coup ça fait toujours une petite salade, une petite vinaigrette bien sympathique. Les cucurbitacées, les courges, potillons et ainsi de suite. Donc comme je vous disais, j'ai eu pas mal de mal à réussir les semis.
Donc là pareil, là il va être temps de mettre tout le monde dehors. Petite chose que je fais aussi, je sais pas si ça a un véritable impact positif, mais j'en vois pas de négatif, donc je continue de le faire. En fait, j'utilise pas les terreaux purs, déjà parce que cette année, les prix de terreaux de qualité, ça s'est totalement envolé, c'est seulement absurde. Ils utilisent des matériaux dont la tourbe qui écologiquement est pareil, je comprends pas qu'on autorise encore la tourbe, l'exploitation des tourbes pour les terreaux. Bref, donc je mélange un peu de la terre du potager. Donc quand j'ai creusé la mare, la petite mare du haut, j'ai gardé la terre arable, les 20 premiers centimètres que j'ai stocké sous une bâche une année complète. Donc elle est quasiment, en tout cas il n'y a plus de végétation dedans. Et je mélange un peu de cette terre du potager donc avec le terreau, déjà par souci économique, mais aussi je me dis que ça permet à la jeune plantule, aux jeunes plants, de déjà se mettre en contact avec les mycorhizes, avec les bactéries qu'elle va trouver quand je vais la mettre dans le potager. Je pense que c'est une des causes principales des plants qu'on achète en grande surface de jardinage, c'est que c'est des plants qui n'ont absolument pas pris contact encore avec les bactéries et les mycorhizes, et qu'il leur faut du temps pour créer ces connexions avant de commencer à pouvoir pousser, puisque les légumes, hormis les brassicacées et ainsi de suite, ont besoin des bactéries et des mycorhizes pour obtenir des substances essentielles dans le sol qu'elles ne sont pas capables avec leur seule racine d'aller trouver. Donc je me dis que les mettre à l'école en quelque sorte, les éduquer à rentrer en contact avec le milieu naturel qu'elles vont rencontrer une fois qu'elles seront dans le potager, c'est tout bénef. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je ferai plusieurs vidéos qui vont suivre. La vidéo, le deuxième volet sur tomates sur tuya va sortir. J'ai planté les tomates hier. Je relance ma chaîne YouTube parce que je suis en reconversion professionnelle. Je suis tailleur de pierre de formation et je vais m'orienter vers le monde du vivant et plus particulièrement les végétaux. Et j'aimerais partager avec vous cette passion que j'ai depuis toujours, tout simplement. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous et bon été, ciao. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me rends compte que j'ai oublié de parler d'un point que je voulais développer également, important. Le traitement que j'effectue, c'est pas un traitement que j'envisage de faire les 15 ou 20 ans qu'on va passer ici. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on arrive sur un terrain, ici c'était une prairie pelouse entretenue, quand on a laissé pousser dès la première année en fonction des sentes, des sentiers et des chemins dont on avait besoin, la végétation, c'est-à-dire qu'on a laissé la nature reprendre ses droits, on a eu un pic de ces limaces oranges totalement surréaliste, c'est-à-dire que elles montaient à 2 mètres dans les jeunes arbres fruitiers qu'on avait plantés, manger les bourgeons, mais parce que elles n'avaient dans cet environnement-là que ça de frais à se mettre sous la dent. Aujourd'hui, les zones sauvages après 4 ans se sont très bien développées. Les prédateurs des limaces, moi j'y vois plutôt les insectes notamment, ont pu trouver leur place dans les différents biotopes qu'on a laissé se mettre en place.
Et aujourd'hui, par exemple sur le jardin d'ornement, le jardin fruitier, les limaces, ce n'est absolument plus un problème. Elles montent dans les Eleagnus, elles montent dans les Feijoa, elles montent dans les framboisiers, ainsi de suite. Mais il y a une telle profusion qui s'est mise en place que ça n'est plus un problème. Donc l'idée, c'est pas de se dire le procédé, l'itinéraire, il est absolu, on va traiter systématiquement, garder le même itinéraire. Moi, mon but, c'est d'arriver à ne plus avoir à utiliser l'anti-limace, surtout que c'est un intrant industriel auquel on est dépendant, c'est-à-dire que si tout le système repose sur ce produit, cet intrant, du commerce, et pour X raisons, à un moment donné, on n'y ait plus accès, tout le système s'écroule. Cette année, ça a été particulièrement humide, il a beaucoup plu, tout le monde le sait, et ainsi de suite. Donc cette année, effectivement, même si j'avais déjà envisagé de ne plus utiliser l'anti-gastéropode cette année de potager, j'ai quand même été obligé, parce que malgré le fait qu'il y ait des zones totalement sauvages pour les limaces et les gastéropodes. D'ailleurs à ce sujet, j'ai beaucoup plus de limaces et très peu d'escargots. En fait, les escargots qu'on a ici, ce sont plutôt des hélices des jardins et des forêts, très peu de petits gris, malgré que, par contre, voilà, j'en ai amené sur le terrain. J'ai amené une bonne centaine de petits gris que j'ai lâchés sur la partie basse du terrain pour augmenter la biodiversité et notamment pour permettre aux hérissons et aux prédateurs, aux geais et ainsi de suite, de pouvoir trouver à manger. Donc cette année, c'est une année particulièrement humide, c'est un vrai problème. Les gastéropodes qui viennent délibérément dans le potager, chez nous, délibérément dans le potager pour manger les plantules, alors que dans l'absolu, elles ont des plantules d'adventice largement plus qu'il leur en faudrait, mais elles viennent quand même dans le potager se délecter de mes jeunes salades, de mes jeunes choux raves et ainsi de suite. Donc cette année, j'ai utilisé le ferramol de manière parcimonieuse. Encore une fois, je suis à moitié des doses préconisées par les fabricants, et le but étant tout de même de ne plus en utiliser. D'ailleurs, l'année de la canicule, il y a eu quasiment pas besoin de l'utiliser, de fait. Un autre point aussi que j'ai oublié de développer, c'est qu'on ne pratique absolument pas le compostage de surface. Je trouve qu'il y a une hérésie là-dedans, c'est-à-dire que nourrir les gastéropodes au potager, typiquement, c'est un non-sens productif en fait. C'est-à-dire que pour soi-disant les éloigner, on va les nourrir avec en plus a priori leur alimentation de prédilection, c'est-à-dire des végétaux coupés, en train de faner, en train de se décomposer, ce qui veut dire qu'elles vont se reproduire et que l'année d'après ce sera un problème également. Donc chez nous, on ne pratique absolument pas le compostage de surface. Le paillage, comme vous l'avez vu, est le plus propre possible, le plus vierge de tout matériau en décomposition, pour éviter d'entretenir, tout simplement, d'élever en quelque sorte les limaces, ce qui est à mon sens totalement contre-productif.